Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Non, on Oui. ne vous Ah, ok. voit pas. Alors, je vais essayer de... Putain, et normalement, ça devrait être bon. Malheureusement pas. Euh, Est-ce que je peux, si vous me voyez peut-être pas, mais pouvoir partager peut-être mon écran? Est-ce que ceci est visible? Oui, Toujours tout à fait. OK, très bien. Bon, ben voilà, on aura alors la présentation qui s'affiche. C'est ça. Mais je vous laisse parler. Parfait, Je vous merci en prie. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis Julia Usina, je suis psychologue au CHU Bruckmann et donc à la clinique de la douleur. Et comme le disait le docteur Bado, on collabore activement pour toutes ces questions de la gestion de la douleur. Et donc, ça va être aussi le thème d'aujourd'hui que je vais aborder avec vous. Donc, de pouvoir explorer certaines, parce qu'on ne peut pas voir toutes les facettes de la douleur chronique, mais en tout cas certaines d'entre elles, parce que si une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas réduire la douleur à une simple sensation physique. J'espère que cette petite présentation vous permettra d'avoir quelques pistes de réflexion, que vous soyez personnel soignant, que vous soyez accompagnant, que vous soyez aussi personne souffrant de douleurs persistantes et donc chroniques. Alors, dans un premier temps, on pourrait dire, si on cherche à définir ce que c'est la douleur chronique, on pourrait dire peut-être que la douleur chronique est une rupture. Rupture vis-à-vis de soi, rupture vis-à-vis de son environnement. Euh, L'arrivée, l'installation des douleurs marque clairement un avant et un après dans la vie d'une personne. Et il y a vraiment cette notion de rupture qui intervient. Et cette rupture ou perte de repère euh, intervient à plusieurs niveaux. Le plus, on va dire, le plus évident, ou celui qui vient en avant-plan, c'est le point fonctionnel. Donc, on retrouve souvent une fatigue qui intervient, peut-être certaines activités, mouvements qui ne sont plus faciles à faire ou peut-être impossibles à faire. Il y a peut-être aussi un rythme de vie qui change, et peut-être un ralentissement de manière générale. Euh, et il y a bien sûr toutes les douleurs qui s'installent, mais aussi d'autres niveaux et celui de les émotions, donc le point plus émotionnel, que parfois on laisse un peu de côté et pourtant il est bien là. Au final, une douleur chronique et surtout plus elle est là dans le temps, plus l'impact émotionnel est important. Et peut-être que certains d'entre vous avaient déjà été confrontés à de la peur par rapport à l'évolution de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être de la peur par rapport à la douleur, tout simplement à la sensation douloureuse. Peut-être que vous avez déjà vécu de la frustration par rapport au fait de ne pas pouvoir faire toute une série d'activités au quotidien. Peut-être aussi de la frustration face à la structure de soins, au personnel soignant qui ne vous offre pas de solution, on va dire, concrète ou définitive. Peut-être aussi que vous avez ressenti de la tristesse du fait de ne pas pouvoir vous engager dans les activités qui sont importantes pour vous, comme ça pourrait être quelqu'un qui ne peut plus s'investir auprès de ses petits-enfants comme il a l'habitude de le faire, quelqu'un qui ne peut plus faire son travail ou ses passions, alors que c'était quelque chose de très important pour la personne. Euh, alors, on me dit qu'on m'entend pas très bien. Je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort. Euh, donc voilà, ça c'est un point très important qui est à tenir en compte et il y a vraiment un impact important de ce côté-là. Également, les aspects plus cognitifs, c'est-à-dire est-ce que d'un point de vue, on entend beaucoup de personnes qui disent, OK, d'un point de vue de ma mémoire, d'un point de vue de ma concentration, c'est compliqué, j'oublie les choses les plus simples du quotidien. Et pourtant, voilà, c'est bien là, ça génère beaucoup d'inquiétudes par rapport à une crainte de développer une démence, alors que bah, ça fait partie malgré tout, les pertes de mémoire, les difficultés de concentration font partie des effets, on va dire, d'une douleur chronique. On retrouve beaucoup de pertes de repères d'un point de vue relationnel.
les choses changent, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit auprès de nos amis ou du rôle qu'on a auprès des personnes qui sont autour de nous. Peut-être qu'on ne peut pas intervenir de la même manière auprès de nos proches. Peut-être qu'on ne peut pas venir en aide de la même manière telle qu'on a l'habitude de le faire. Mais aussi, et en dernier lieu, je nommais le point professionnel, donc tout l'aspect professionnel. Là aussi, on se retrouve face à ces difficultés de dire est-ce que je suis en arrêt de travail, est-ce que c'est un arrêt temporaire, est-ce que c'est un arrêt définitif? Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue identitaire de perdre une source qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet peut-être aussi de nous définir? Je pourrais nommer beaucoup d'autres domaines sur lesquels les personnes souffrant de douleurs chroniques peuvent se perdre, ou en tout cas que la douleur chronique vient marquer une rupture. Mais ceux-là sont peut-être ceux qui viennent dans un premier temps, ou en tout cas ceux qui viennent le plus souvent. Et avec tous ces pertes de repères, alors un petit instant, on se retrouve souvent dans une véritable lutte entre le être comme avant, et on entend souvent chez les personnes qui disent voilà, moi j'aimerais tout simplement redevenir comme avant, j'aimerais faire les choses comme je le faisais avant, j'aimerais travailler comme avant, j'aimerais pouvoir sortir et faire mes activités comme avant. Et en même temps, en parallèle, cette nouvelle réalité qui, malgré tout, s'impose. Et alors, que faire? Donc, voilà, c'est ce que je vais essayer de répondre au fur et à mesure, en sachant qu'il n'y en a pas de réponse magique, toute faite pour tout le monde, malheureusement. Et on est, que ce soit en tant que soignant, que ce soit en tant que patient, face à ce dilemme, à cette lutte, et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? Mais au final, si on continue à essayer de définir la douleur chronique, est-ce qu'elle est dans la tête? Est-ce qu'elle est dans le corps? C'est souvent une question qui revient très, très, très régulièrement parce que malheureusement, les discours, peut-être dans un premier temps des propres soignants, n'est pas toujours cohérent, n'est pas toujours dans la même lignée. Et voilà, donc c'est difficile, peut-être en tant que personne souffrant de douleur chronique, de se retrouver là-dedans et de dire, mais OK, au final, qu'est-ce que j'ai? Donc, tous ces messages variés, parfois contradictoires, peuvent faire en sorte que la personne se perde un peu dans son parcours. On pourrait se demander dans un premier temps si la douleur persistante est une problématique purement psychosomatique, donc générée ou en tout cas augmentée par des aspects plus d'ordre psychique ou psychologique. Alors, à nouveau, il n'y a pas de réponse clairement, on va dire, définie. On reste toujours dans le flou. Il peut avoir des aspects plus psychologiques qui interviennent, et donc c'est ce que on pourrait dire, oui, c'est dans la tête, dans le sens où notre cerveau est dans la tête, et notre cerveau est celui qui enregistre toutes les informations, qui réagit par rapport à tout notre environnement et par rapport à notre vécu interne. Et donc, oui, ça peut être dans notre tête. Est-ce que c'est dans le corps? Oui, certainement. Donc, en fait, la réponse est que c'est clairement dans les deux et qu'on ne peut pas séparer le corps de la tête parce que les deux interagissent. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent dans les systèmes de soins, dans les soins de santé, c'est qu'on assiste vraiment à cette séparation et parfois les personnes sont presque morcelées au cours des suivis, surtout quand on dit, ben voilà, je vais voir un kiné pour mon épaule, je vais après voir un neurologue pour ma migraine, je vais après voir le psychologue pour ma dépression, je vais voir un tel pour mon problème de genou. Et au final, on perd un peu cette notion de globalité et ça n'aide pas à faire des liens, à comprendre ce que l'on vit. Et pourtant, c'est quand même une notion principale, c'est de pouvoir comprendre. Si on retourne un peu plus dans des définitions, on voit que celles-ci sont très, très, très variées. Et dans un premier temps, très variées en fonction de la culture, en fonction de la religion, mais aussi en fonction de l'éducation que l'on reçoit.
une personne qui grandit, qui évolue dans une société où c'est important de se montrer comme étant fort, de ne pas montrer de faiblesse, ce sera peut-être difficile d'identifier, peut-être aussi difficile de mettre en place des choses par rapport à une douleur qui peut être vécue comme une faiblesse. Ça pourrait être la même chose si on se retrouve face à quelqu'un qui considère la douleur comme une manière de prouver sa foi, ou une personne qui considère sa douleur comme une nécessité pour mieux performer. On pourrait penser à des sportifs qui ont l'habitude de vivre avec des douleurs et qui pourraient peut-être ne pas mettre en place des choses nécessaires assez vite parce que ça fait partie de leur vécu. C'est pas quotidien, mais en tout cas très fréquent. Et ici, l'idée n'est pas de dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, mais de plutôt prendre conscience en quel sens ma culture, à quel point ma religion, à quel point peut-être aussi mon éducation façonne ma manière de concevoir la douleur, mais aussi façonne peut-être ma manière d'agir par rapport à cette douleur. Qu'est-ce que je mets en place ou qu'est-ce qu'au final je ne mets pas en place? Si on vient à une définition un peu plus, on va dire, académique, mais que je trouve néanmoins très intéressante, on pourrait voir celle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur, qui dit que, au final, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Ce que je trouve très intéressant dans cette définition, c'est qu'au final, on remet à l'avant-plan le vécu subjectif de la douleur, et donc qui est propre à chacun. Et on revient ici avec cette notion de, ça peut être modulé par la culture, par l'éducation, par les messages que l'on reçoit, mais aussi, du coup, le fait que c'est difficile à quantifier et nous n'avons pas d'instruments qui nous permettent de mesurer objectivement, tiens, vous avez tel niveau de douleur, c'est très variable d'une personne à l'autre. Est très changeant d'un moment à l'autre. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on revient dans cette dualité du corps et de l'esprit, mais ici, avec une intention ici de l'effacer et donc de rejoindre ces deux aspects qui sont bien interreliés. On parle aussi de lésions potentielles ou réelles, parce qu'on se rend bien compte que parfois, malgré le fait d'avoir des preuves, on va dire, médicales d'un point de vue des examens médicaux, la douleur est bien là. Et cette définition inclut toutes des dimensions beaucoup plus larges par rapport à la douleur, donc des dimensions sensorielles, des dimensions émotionnelles, des dimensions motivationnelles, mais aussi cognitives, comme celles qu'on abordait tout à l'heure. Et plus spécifiquement par rapport à la douleur chronique, il peut y avoir d'autres critères qui interviennent, mais au final, on retrouve souvent le fait d'une douleur qui persiste au-delà de 3 à 6 mois, qui, à différence d'une douleur plus aiguë, ne répond pas à des traitements médicamenteux ou peu, ou pas dans la durée, et qui se prolonge de manière plus, en tout cas qui se prolonge dans le temps, au-delà d'un temps de guérison. Donc voilà, ça c'est des éléments qui permettent peut-être de mieux identifier, de mieux comprendre la douleur, et toujours dans cette démarche de compréhension, on reçoit parfois, malgré tout, des messages, à nouveau, que ce soit du personnel soignant, que ce soit des accompagnants, que ce soit des personnes qui vivent avec des douleurs, cette difficulté de comprendre, oui, mais ok, au final, pourquoi est-ce que j'ai des douleurs? Pourquoi est-ce que mes douleurs se sont installées? Pourquoi est-ce que ça continue à être là? Alors que peut-être que je fais des choses pour essayer de lutter contre cette douleur. Eh bien, à nouveau, malheureusement, il n'y a pas de réponse tranchée. Mais il y a souvent cette question de dire, est-ce qu'il y a une seule et unique cause? Est-ce qu'il y a plusieurs causes qui pourraient expliquer l'apparition des douleurs, mais aussi le maintien de ces douleurs? Il est très, très, très difficile, en tout cas, c'est très rare qu'on puisse identifier une seule cause. Il s'agit souvent de multiples facteurs qui interviennent. On a vu tout à l'heure toutes les dimensions sur lesquelles la douleur peut impacter. Donc, on parlait des dimensions fonctionnelles, émotionnelles, professionnelles, relationnelles, cognitives. Tous ces éléments-là peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition et dans le maintien des douleurs.
Et donc souvent, il est beaucoup plus intéressant de quelque part avoir une certaine ouverture par rapport à ça, et pouvoir voir de manière plus large possible. Comme on disait au début, ne pas réduire la douleur à la sensation physique ou à la problématique purement physique, mais de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Qu'est-ce qui peut faire qu'à certains moments, il y ait de la douleur, ou peut-être que mes douleurs s'aggravent et au contraire, que mes douleurs diminuent. Qu'est-ce qui joue un rôle? Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que le fait d'avoir vécu un choc émotionnel, donc peut-être un traumatisme, peut-être une perte, un deuil, est-ce que ça, ce serait suffisant pour provoquer des douleurs à long terme? Alors là, à nouveau, voilà, on reste très flou, dans le sens où d'un côté, on pourrait dire oui, ça peut avoir un impact sur le vécu douloureux d'une personne, mais c'est très complexe de mettre toute la responsabilité sur ça. Il y a peut-être toute une série de choses qui étaient déjà là, déjà installées dans la vie d'une personne, on va dire, et ce vécu, que ce soit traumatique ou cette perte, ce deuil, vient quelque part appuyer tout ce déséquilibre qui était déjà en cours. Donc voilà, c'est étant donné qu'il n'a pas de réponse, on va dire, claire ou définitive, on pousse toujours les personnes à essayer d'ouvrir et de voir au plus large. OK, qu'est-ce qui a pu jouer un rôle? Il y a un petit schéma que je trouve très intéressant pour comprendre un peu justement tous ces éléments qui peuvent jouer dans l'installation des douleurs chroniques. Et là, on retrouve tous différents aspects, comme par exemple les troubles de sommeil, l'isolement, pardon, le fait peut-être d'être en dépression, d'avoir de l'anxiété, mais on parle aussi de déconditionnement physique. Donc, à quel point est-ce que je suis actif au quotidien? On parle aussi de facteurs iatrogènes, donc c'est-à-dire quelles sont les attitudes des soignants, quels sont les messages que j'ai reçus. Est-ce que ces messages-là me permettent de mieux comprendre la douleur? Est-ce qu'elles me permettent de mieux agir par rapport à ma douleur? Ou est-ce qu'au final, elles favorisent le fait que j'entreprenne une attitude plus passive par rapport à ma douleur, alors qu'il y aurait peut-être des solutions à mettre en place? On parle aussi de sensibilisation centrale, et donc en deux mots, mais le fait que plus un corps perçoit ou vit de la douleur et perçoit de la douleur, plus il aura tendance à mieux la percevoir et à mieux la reproduire. Et donc, ça devient, on va dire, tous les messages douloureux passent par une autoroute et de plus en plus rapidement. Et donc, ça devient de plus en plus facile de ressentir cette douleur sur le long terme. Donc, tous ces éléments-là peuvent faire en sorte qu'une douleur se développe, qu'une douleur s'installe, se maintienne dans le temps, voire aussi qu'elle s'aggrave. Et sans oublier à nouveau des facteurs plus contextuels, et on le voit dans le bas du schéma, comme la génétique, comme les parcours de vie, comme les représentations, les croyances, et à nouveau la culture, la famille, l'éducation, le travail, etc. Donc, au final, pour moi, ce qui est vraiment important par rapport à la douleur chronique, c'est cette notion d'équilibre. Et c'est une notion qui est vraiment centrale. Si bien on ne peut pas toujours déterminer exactement qu'est-ce qui cause une douleur, qu'est-ce qui fait qu'elle se maintienne, c'est toujours intéressant d'aller voir, OK, quels sont l'ensemble des facteurs qui vont faire en sorte que mes douleurs soient plus importantes à certains moments, mais aussi et surtout, quels sont les facteurs qui m'aident à soulager ne serait-ce qu'un tout petit peu mes douleurs. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, de pouvoir observer ça et de pouvoir prendre note de ça, parce que ça vous donnera aussi des outils pour agir par rapport à cette douleur. Alors, on a vu ici quelques éléments donc, qui permettent peut-être de mettre un peu de lumière par rapport à ce phénomène qui est parfois vu comme une boîte noire et dans lequel on peut, c'est très compliqué à comprendre, très compliqué à intervenir. Et
j'essaierai maintenant d'ouvrir quelques pistes peut-être de réflexion sur le fait d'agir par rapport à cette douleur. Et si bien pour de nombreuses personnes, et peut-être pour la plupart, à un certain moment, la douleur, et surtout la douleur chronique, est perçue comme une condamnation presque, ici j'aurais envie de vous proposer de le voir plutôt comme une invitation. C'est un peu bizarre celle-ci. Une invitation, dans un premier temps, à changer de perspective. La douleur chronique implique un changement. Et on le disait tout à l'heure, avec cette lutte entre le avant, ce que j'étais avant, et entre ce que la douleur m'impose actuellement et ma réalité actuelle. Et donc, voilà, on se retrouve souvent dans ces entre-deux. Et malgré tout, ce qui se passe, c'est que tant qu'on est occupé à lutter contre la douleur, on ne peut pas faire place à autre chose parce qu'il n'existe que douleur et ma lutte contre elle. Et souvent, on le retrouve auprès des personnes qui se retrouvent bloquées dans leur quotidien parce que toute leur énergie est mise sur le fait de repousser cette douleur, de la faire disparaître, de la diminuer à tout prix et oublient à côté de ça de vivre. Et dans certains cas, c'est aussi littéral que ça, c'est de pouvoir aussi se reconnecter aux choses qui sont importantes. Et ça, je trouve que Frédéric Dion l'exprime très bien en disant, voilà, faire des choses positives fait mal, mais ne rien faire ne limite pas les douleurs et la vie est par contre beaucoup moins intéressante. Et donc pour moi, ça c'est à nouveau un axe, on va dire, principal par rapport à la gestion de la douleur, c'est de dire, ok, oui, il y a peut-être des choses que j'aimerais récupérer de ma vie d'avant, les douleurs, et malgré tout, la douleur, elle est là. Comment est-ce que je peux faire pour plutôt vivre avec elle, avancer avec elle? Alors ça, c'est un processus qui est long, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, et qui nécessite parfois de pouvoir avancer dans différentes directions qui nous permettent petit à petit de faire un chemin. Ça nécessite parfois de dire au revoir à certaines choses, et donc ça implique un deuil. Et donc c'est ça aussi qui est difficile dans ce processus. Et ça implique, comme je vous disais, de pouvoir lâcher d'autres choses pour pouvoir faire place à des éléments qui sont positifs pour la personne, des éléments qui font du sens pour soi et qui redonnent aussi un peu de satisfaction, qui rappellent au final pourquoi est-ce qu'on est dans cette vie, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour nous. Alors, on est ici dans une démarche d'acceptation. Alors, quand on dit acceptation, on ne dit pas résignation. Et donc, voilà, je me résigne, il y a mes douleurs et de toute façon, je ne pourrai plus rien faire. Mais dans acceptation, c'est plutôt dire, OK, comment est-ce que je peux remobiliser mes ressources pour pouvoir avancer avec ma douleur dans une direction qui a plus de sens pour moi? Comment est-ce que je peux me reconnecter à ce qui est important pour moi et comment je peux re-remplir de sens ma vie. Donc, tout ça est quelque part une recherche à part entière et c'est là aussi que les systèmes de santé, ou en tout cas le personnel soignant, peut avoir un rôle important pour vous accompagner dans cette recherche, mais aussi les personnes qui sont autour de vous et les multiples ressources que vous avez sûrement à côté. Alors, comme je vous disais, je vous proposais de voir la douleur chronique comme une invitation aussi à revoir notre hygiène de vie, c'est-à-dire comment est-ce que je m'alimente. Et je ne rentrerai pas en détail parce que vous aurez par la suite une présentation sur ce sujet-là. Mais effectivement, est-ce que je suis plutôt dans quelque chose d'équilibré, de varié? Est-ce que je consomme beaucoup d'aliments qui favorisent peut-être l'inflammation? Ou est-ce qu'au contraire, je consomme des aliments qui aident, qui peuvent aider d'un point de vue, par exemple, de l'inflammation, mais tout simplement aussi, qui peuvent participer au bon fonctionnement du corps? On pourrait aussi se questionner sur, tiens, quelle est la qualité de mon sommeil? Comment est-ce que je dors? Est-ce que j'arrive à faire des nuits complètes? Est-ce que mon sommeil est
récupérateur. Généralement, la réponse est non. Et donc, c'est peut-être aussi intéressant de s'attarder là-dessus et de dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça? Parce qu'on sait très bien que plus un sommeil est non récupérateur et non satisfaisant, plus la personne aura tendance à vivre les douleurs de manière plus intense et peut-être pendant plus longtemps. Donc, c'est quand même un autre facteur qui est quand même intéressant de questionner. Et on pourrait aussi aller voir, tiens, d'un point de vue de mon activité au quotidien, est-ce que je suis quelqu'un d'actif ou suffisamment actif? Ou est-ce qu'en fait, mon quotidien est beaucoup trop inactif? Et alors là aussi, que ce soit d'un point de vue de la santé globale, mais que ce soit aussi d'un point de vue de la santé de nos muscles et de nos articulations, c'est important de bouger. Et aussi par rapport à notre propre morale. Bouger, sortir, s'aérer est important. Donc ça, c'est des pistes à creuser. La douleur chronique est aussi une invitation à comprendre comment nous fonctionnons. Si je me concentre plus spécifiquement sur la douleur, on pourrait se questionner soi-même, tiens, comment est ma douleur? Quelles sont les sensations que je ressens? Quel type de douleur au final je vis? Souvent, je propose aux personnes, et vous pouvez aussi faire l'exercice pour vous, de décrire votre douleur comme si vous deviez la décrire à un enfant. Donc, et passer vraiment par les sensations. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça serre comme si j'étais dans un étau? Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'au contraire, je sens comme une sensation de froid douloureux à l'intérieur? Tout ça, qu'est-ce que ça permettra? Ça permettra de mieux identifier ce que l'on vit. Ça permettra aussi d'avoir quelque chose de plus concret quand on va chez le médecin, quand on va chez le kiné, quand on va chez l'infirmier, chez le psychologue, peu importe, chez l'ergothérapeute. Ça permettra de venir avec quelque chose de beaucoup plus concret et de travailler sur quelque chose de plus concret. Pourquoi? Parce que si on reste dans le j'ai mal, on ne risque de sentir que de l'impuissance. Par contre, si je me dis, OK, je ressens une brûlure, alors peut-être que je peux appliquer un peu de froid et peut-être que je peux mettre des cold packs ou peut-être que je peux prendre une douche froide. Et donc, tout de suite, ça réouvre un peu le champ des possibles et ça vous redonne, on va dire, une marge d'action là-dedans. Pareil, on revient à cette notion de pouvoir identifier, tiens, qu'est-ce qui fait augmenter, diminuer ma douleur? C'est intéressant aussi d'aller questionner quel est le rapport par rapport à cette douleur. Qu'est-ce que la douleur vient mettre en exergue chez moi? Est-ce que la douleur me permet de maintenir une situation parce que, voilà, ça s'est mis comme ça et ça permet de cristalliser une situation. Comment est-ce que je vis ma douleur? Est-ce que ma douleur me provoque beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte? Est-ce que ma douleur fait plomber mon moral? Toujours dans cette invitation à explorer, c'est aussi explorer le lien au corps. Est-ce que je peux aller sentir ce qui se passe dans mon corps? Comment est-ce que je perçois mon corps? Est-ce que mon corps est une machine qui doit obéir? Est-ce que c'est quelque chose dont je peux prendre soin? Mais aussi et surtout, en fait, quelles parties de mon corps ne font pas mal? Comment est-ce que c'est de ne pas avoir mal? Qu'est-ce que je ressens là où je n'ai pas mal? Et pouvoir, en fait, on se rend compte en faisant cet exercice-là que oui, la douleur existe, mais pas que. Et parfois, il y a d'autres sensations, parfois neutres, parfois positives, qui peuvent coexister avec cette douleur. Et de là vient tout l'intérêt des démarches visant à se reconnecter à soi, à son corps, que ce soit la relaxation, la sophrologie, la méditation, etc. Il y en a plein, plein, plein. Et je vous invite vraiment à tester et à voir, OK, quel est ce lien avec moi-même. Toujours dans cette invitation à explorer ici, j'avais envie aussi d'aborder, bien sûr, la partie des émotions, donc une invitation à explorer votre propre vécu émotionnel. On a vu tout à l'heure que la douleur ne vient pas sans conséquence d'un point de vue émotionnel, et peut-être que vous identifiez déjà vous-même
qui peut avoir peut-être de la tristesse, qui peut avoir peut-être de la colère, peut-être qu'il peut avoir de la peur, peut-être que c'est tous les trois et c'est normal. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que les émotions, c'est quelque chose de normal. Nous avons tous des émotions, tant agréables que désagréables. Elles sont utiles. Elles nous donnent plein d'informations dans le sens où peut-être si une personne est plutôt triste, peut-être que c'est aussi pour ressentir une perte, que la tristesse est là pour se laisser le temps de vivre cette perte, mais peut-être aussi que cette personne a besoin à un moment donné de se reconnecter à des choses qui ont du sens pour elle, à se reconnecter à son entourage, mais aussi à se reconnecter à des sources de plaisir, parce que c'est souvent ce qu'on perd en premier lorsqu'on est dans la tristesse. Si on est plutôt dans la colère, bah tiens, peut-être que cette colère, au final, nous bloque parce qu'on ne se sent pas respecté dans un contexte particulier, on se sent bloqué dans une situation et on a peut-être besoin de faire bouger des choses. Si au contraire, on est plutôt dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, peut-être que je ressens ça parce que je me sens en danger et donc j'ai besoin de me questionner, tiens, comment est-ce que je peux me mettre en sécurité? Comment est-ce que je peux aussi revenir à ici, maintenant, prendre un peu de recul et voir ce que je peux mettre en place. Donc, tous ces éléments-là vont donner des informations qui aideront à gérer la douleur. Si je suis extrêmement stressée ou anxieux, ah bien, fatalement, au niveau de mon corps, je ne serai pas super détendue. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à explorer. Et quelque part, tant qu'on ne va pas regarder ce qui se passe en soi, eh ben, on reste un peu coupé. Et alors, c'est difficile aussi d'intervenir. Les émotions peuvent aussi favoriser les douleurs et participer à leur maintien. Et on le voit très fort par rapport à la peur de la douleur. Une personne qui aurait tendance à avoir peur de la douleur, peut-être qu'elle aura aussi tendance à éviter toute une série d'activités, de mouvements par peur de ressentir à nouveau cette douleur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on perd, la personne peut se déconditionner, elle peut aussi se couper de toute une série d'activités qui sont importantes et ça ne peut peut-être que faire renforcer cette incapacité ou cette difficulté fonctionnelle. Si on le prend d'un point de vue plutôt du stress, comme le montre le schéma en haut à droite, la douleur chronique réactive notre système nerveux parce que c'est vécu par le corps comme un système d'alarme, comme une alarme, et donc tout ce système nerveux aussi réactive davantage notre anxiété, notre irritabilité, notre sommeil est impacté, mais aussi la fatigue, la dépression, et tout ça peut favoriser davantage de stress, davantage de réactivité du système nerveux, et alors plus de douleur. Et donc on se retrouve très facilement dans des cercles vicieux qui peuvent vraiment faire en sorte que la douleur se maintienne, s'aggrave, soit vécue de manière plus importante pendant plus longtemps. Donc ça montre à quel point on peut agir sur différents aspects pour essayer de couper un tout petit peu ce cercle vicieux, diminuer un peu cette tendance qu'on retrouve parfois. Alors, le danger de ces derniers aspects que j'abordais avec vous, donc soit explorer ces douleurs, explorer son vécu, son lien au corps, mais aussi explorer ses émotions, le risque de se surfocaliser. Qu'est-ce qui se passe quand on se surfocalise? C'est que parfois ça peut devenir même une obsession. Et un signe de ça, c'est que peut-être je suis toujours en hypervigilance par rapport à mes douleurs. Ah tiens, j'ai mal là, maintenant j'ai mal là, maintenant c'est comme ça ici, maintenant j'ai ça ici. Je vais me mettre comme ça ou plutôt dans telle position pour faire attention. Et donc, on se rend compte qu'au final, la douleur prend une place extrêmement importante dans le quotidien de la personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on est focalisé sur la douleur, plus on aura tendance à la vivre de manière plus importante, de manière plus intense et aussi pendant plus longtemps. Donc, la distraction est nécessaire. Attention, toujours dans une
certaines mesures, si on est toujours dans l'évitement, alors on rentre à nouveau dans un cercle vicieux qui ne nous aidera pas. J'avais envie aussi d'aborder un autre point important qui sont les relations sociales et vraiment le fait qu'il y a vraiment un rôle fondamental du soutien social par rapport aux douleurs. C'est toujours important de voir, tiens, est-ce que mon conjoint, est-ce que mes enfants, est-ce que ma famille, est-ce que mes amis comprennent mes douleurs, me soutiennent par rapport aux douleurs, parce qu'au contraire, leur positionnement est plutôt, voilà, ils ont difficile à comprendre à quel point ça peut être compliqué, ils ont difficile à comprendre que ça se maintienne dans le temps. C'est aussi intéressant de voir, tiens, moi-même, comment est-ce que je me positionne par rapport à eux. Est-ce que, imaginons, mon conjoint reprend toutes les activités quotidiennes, ou est-ce que je me maintiens quand même investie et active dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, dans ma vie de manière générale d'un point de vue social. On parlait tout à l'heure de ce fait de dire, voilà, j'ai mal, et rester donc tout simplement dans cette étiquette de j'ai mal ou j'ai mal partout, génère beaucoup ou peut générer beaucoup d'impuissance en soi. C'est la même chose pour nos proches. Dire uniquement j'ai mal peut générer aussi beaucoup d'impuissance chez eux. Donc c'est toujours intéressant et j'invite toujours les personnes à pouvoir communiquer autrement par rapport à la douleur. Pouvoir communiquer sous forme de besoin plutôt. Ah ben tiens, je ne peux pas, imaginons, monter les courses jusqu'à la maison. Est-ce que tu pourrais prendre ce qui est plus lourd et moi je remonte ce qui est un peu plus facile. Est-ce que, bah tiens, là je suis extrêmement fatiguée, est-ce que tu pourrais t'occuper de ça et moi je reprends le relais par la suite. Donc de pouvoir dire et de pouvoir communiquer et aussi pouvoir s'ajuster l'un à l'autre. Tiens, est-ce que c'est possible pour toi de m'accompagner pour telle activité? Ah oui, maintenant oui ou pas. Et donc, ça permet beaucoup plus de se rapprocher, ça permet de s'adapter les uns aux autres et ça permet au final de se sentir aussi soutenu par rapport à cette douleur. Finalement, j'avais envie aussi de vous parler de l'autonomie. Et donc, la douleur chronique pousse vraiment à la dépendance des systèmes de soins. Au final, que ce soit le médecin, que ce soit le kiné, que ce soit le psychologue, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose qui pousse naturellement à la dépendance parce qu'on est dans cette recherche de solutions, dans cette recherche d'amélioration. Et pourtant, tous à différents niveaux, en tant que personnel soignant, on est limité dans l'action. On ne sait malheureusement pas parfois faire disparaître ces douleurs. On ne sait pas avoir toujours une solution qui puisse réellement changer durablement tout. Et donc, c'est pour ça qu'au final, l'accent revient à chaque personne. Et c'est là que c'est important de pouvoir voir, OK, qu'est-ce qui est utile pour moi, qu'est-ce qui m'aide à mieux gérer mes douleurs, parce que ce sera par la suite à vous de mettre en place ceci au quotidien. Et ce sera à vous de tester différentes choses et de voir, de reproduire ce qui est intéressant, ce qui est important, ce qui est utile au final pour vous au niveau de la gestion de ces douleurs. Et voilà, quelque part, en tant que soignant, on ne peut pas faire, même si on aimerait parfois, on ne peut pas donner des solutions magiques, on ne peut pas faire à votre place, enlever vos douleurs. Par contre, on peut vous accompagner dans ce changement et on peut vous accompagner dans cette recherche d'équilibre, comme je le disais tout à l'heure, et vous accompagner dans la mise en place des choses qui vous permettent de maintenir cet équilibre. Mais ça revient de votre propre initiative au final. Et pour finir, j'aurais envie de pouvoir, en tout cas, finir cette présentation sur une invitation à explorer et à faire place à ce qui a du sens pour vous. Au final,
la vie qui est passée, elle est dans le passé, la vie future, elle viendra à un moment donné, mais on ne sait pas comment elle sera, on ne sait pas la contrôler. La seule chose ou le seul moment où on peut intervenir, c'est dans le ici et maintenant. Et donc, c'est là que c'est intéressant de s'attarder. Comme je vous disais, je pense que c'est important dans le temps de pouvoir faire place à cette douleur, de pouvoir peut-être la voir comme une véritable compagne de voyage, même si une compagne qui n'est pas toujours très agréable, et de pouvoir à partir de là se dire, OK, quel chemin j'aimerais entreprendre, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et comment est-ce que je peux m'investir dans quelque chose qui est important pour moi et qui me rappelle pourquoi est-ce que je suis là, qui me rappelle pourquoi est-ce que je décide de m'investir dans toutes ces choses que je peux avoir autour de moi, qui me rappelle que en fait, oui, la douleur est là, mais pas que. Et il peut aussi avoir d'autres choses et des choses très positives et très satisfaisantes qui peuvent être là. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que en tout cas cette petite présentation vous aura donné peut-être des pistes de réflexion. N'hésitez pas à solliciter votre entourage, que ce soit vos amis, votre famille, mais que ce soit aussi votre entourage d'un point de vue plus du personnel soignant, des soignants pour vous aider peut-être à élaborer davantage, à questionner certains aspects. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette démarche de recherche d'équilibre. Voilà, merci beaucoup. Ben, merci à vous. On va passer à quelques questions. Oui. Alors, la douleur, donc vous avez dit, c'est quelque chose de très subjectif, quelque chose de très personnel. Et Oui. donc, comment vous faites pour évaluer cette douleur, pour estimer un peu quel chemin il faut parcourir? Parce qu'au final, est-ce que c'est à la plainte? Est-ce que, parce qu'on sait que c'est très culturel, très Oui. personnel aussi. Et donc, comment vous faites pour savoir un peu estimer ces douleurs au final? Ce qui se passe, c'est qu'au final, en tout cas, je peux parler pour ma manière de Oui, travailler. Mon objectif n'est pas de déterminer à quel point une personne a mal, à quel point est-ce que c'est légitime ou pas, à quel point c'est justifié ou pas. Et donc, je repars surtout du vécu de la personne et comment est-ce que les douleurs sont, comment est-ce que la personne vit ces douleurs, parce que c'est surtout ça. Et à partir de là, qu'est-ce qui est difficile dans ce vécu avec la douleur? Et sur base de ce qui est difficile, alors vers quoi est-ce qu'on aurait envie de se diriger et de travailler ensemble pour avancer, pour faire place à cette douleur et pouvoir avancer avec elle? Je ne sais pas si ça répond. oui. Tout à fait. Mais du coup, l'algologie, est-ce que vous considérez plutôt que c'est quelque chose de positif quand on vient vous consulter, ou c'est vraiment un peu l'échec de la gestion de la douleur, on va dire plus traditionnelle, de voilà, on va voir son médecin, on prend des médicaments et puis c'est entre guillemets censé aller mieux, ou alors c'est vraiment dans une construction globale de voilà, c'est quelque chose qui s'installe petit à petit, la douleur chronique, et donc c'est normal entre guillemets de voilà, faire plus une prise en charge globale. Oui, donc effectivement, pour moi, il ne s'agit pas d'un échec parce que peut-être que dans un premier temps, on est dans cette démarche de dire, voilà, je prends un traitement, normalement, ma douleur devrait disparaître et paf, on se retrouve avec le fait qu'au final, ça ne diminue pas, peut-être que même ça augmente, ça se généralise. Et ce n'est pas un échec de la personne, c'est qu'il y a toute une série de choses qui sont en route, de processus qui sont en route, qui font que cette douleur est là et se maintient. Moi, je le vois plutôt comme une manière, en tout cas le fait d'aller consulter, et d'aller consulter peut-être des services spécifiques à la douleur chronique, je le vois plutôt comme une opportunité de mieux comprendre ce qui est en train de se passer,
et une opportunité de faire le point et de voir, OK, où est-ce que j'en suis? Parce que, comme je le disais, la douleur implique et peut-être impose énormément de changements et le changement n'est pas facile. Et le changement nécessite parfois de pouvoir euh, tout simplement être conscient qu'il y a des choses qui sont en train de changer, de pouvoir tout simplement accepter qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et pour moi, ce n'est pas une faiblesse de consulter par rapport à tous ces changements-là, mais c'est plutôt se donner une chance de mieux vivre ces changements. D'accord, et donc je profite un peu de rebondir ce que vous dites. Du coup, comme cette douleur chronique est vraiment donc, globale avec plusieurs aspects, multifactoriels, qui sont les personnes du coup références à qui les patients peuvent aller consulter et aller voir justement en cas de douleur chronique? Alors, dans notre manière de travailler à la clinique de la douleur, donc de manière un peu plus institutionnelle, on travaille vraiment en collaboration avec les médecins traitants. Parce que quelque part, eux sont les premières personnes vers qui on se dirige quand on est en difficulté, peu importe, mais ici, plus spécifiquement par rapport à la douleur. Et ce sont eux aussi qui reprendront le relais. Les cliniques de la douleur ne sont pas là pour se substituer à un suivi ou à un travail avec un médecin traitant, mais plutôt pour venir en aide par rapport à des aspects plus spécifiques en lien avec cette gestion de la douleur en fonction de la problématique. Alors là, oui, il s'ouvre le panel de dire, tiens, est-ce que je vais voir peut-être dans un premier temps un médecin en médecine physique, est-ce que je vais voir un neurologue, est-ce que je vais voir un rhumatologue, est-ce que un orthopédiste. Donc, les possibilités sont vraiment variées en fonction de la problématique. Et c'est là aussi que c'est important de pouvoir ouvrir la communication avec, que ce soit le médecin traitant, que ce soit le médecin spécialiste, parce que c'est là aussi qu'on construit la suite. Tiens, est-ce que je sens que c'est compliqué à différents niveaux? Alors, est-ce que c'est intéressant peut-être de rentrer dans une structure globale où on rentre alors dans le multidisciplinaire et on rencontre différentes professions? Est-ce que je sens que mes problématiques virent plutôt, en tout cas que cette douleur, par exemple, m'anéantit et que mon moral est vraiment pas bon? Ok, alors est-ce que on va chercher une aide plutôt d'un point de vue psychologique? Mais tout ça se co-construit, alors peut-être dans un premier temps avec un médecin traitant ou alors avec le médecin spécialiste ou avec le kiné ou avec peu importe au final quelle figure des soins de santé, mais c'est important de cette notion de co-construction et de dire ok, où est-ce que j'en suis, de quoi est-ce que j'aurais besoin, et alors l'autre personne en face peut vous guider là-dedans. C'est ça. En tout cas, un tout grand merci Merci à vous, merci pour beaucoup votre de m'avoir intervention. invité aujourd'hui. Et donc, bah, voilà, on va faire une petite pause, un petit break. Donc,